On va enchaîner sur cette table ronde sur la narration dans le jeu vidéo, qui sera la dernière table ronde de ces EGC et presque la conclusion de ces EGC. On aura un dernier événement après, mais on touche à la fin. Donc tout d'abord, moi je m'appelle Maureen et voici Faher. On est étudiant en M1 dans le master en Spé Game Design. Et avant de commencer cette table ronde, on va donner quelques éléments de contexte et d'introduction sur nos deux intervenants. Eh bien, Florent Morin, vous êtes ancien journaliste, tu es fondateur, tu es fondateur du studio The Pixel Hunt, qui est connu pour les jeux Enterre-moi mon amour, Inua A Story on Ice and Time, et tout récemment The Wreck. Ton travail t'a amené au développement de jeux et d'applications auprès du journal Le Monde, de Bayard Presse et d'Arte. Quant à Sarah Beaulieu, tu es scénariste multimédia, adepte de formats hybrides. Tu comptes à ton actif la direction narrative de Assassin's Creed Mirage, le world building de Beyond Good and Evil 2, le narrative design d'une expérience VR, pas vénère, avec Ciné TV Experience. Ouais, entre autres, oui. Entre autres, oui, mais oui, bien sûr, oui, on se doute. C'est ça. Alors, première petite question, c'est quoi votre rapport à la narration et aux médias interactifs en tout genre ? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est quand même pas particulier, mais est-ce qu'il y a vraiment une spécificité de l'expérience narrative dans le jeu vidéo particulièrement par rapport aux autres médias ? Sarah m'a dit qu'elle avait préparé une réponse à cette question. Ah, ben... Alors, ça c'est le piège, ça, j'aurais jamais dû dire ça. Alors déjà, moi j'ai tendance, on se marrait un petit peu avec Florent tout à l'heure sur la narration, ça fait peur. La narration dans le jeu vidéo, ça fait peur. Moi je commence toujours par dire que la narration dans le jeu vidéo c'est très large. On a assisté malheureusement qu'à la fin de la conférence juste avant les environnements de Dusan, mais ils ont parlé de narration environnementale. Il faut vraiment différencier les scénaristes et le scénario dans le jeu vidéo et le narrative design. Et la narration dans le jeu vidéo, on peut avoir beaucoup de narration dans un jeu vidéo et aucune cinématique, aucun dialogue et uniquement de l'environnement, c'est possible. Donc quand on parle de narration dans le jeu vidéo et qu'on fait peur aux équipes, alors ça ne veut pas dire qu'on va mettre des cinématiques, ça veut dire qu'on va travailler sur ce qu'on raconte en fait avec ce jeu-là. Donc pour moi, le rapport à la narration dans le jeu vidéo, moi je viens du cinéma, du théâtre, de la VR aussi, j'ai fait de la VR. J'ai fait des expositions interactives et plein de trucs différents. Quand je suis arrivée dans le jeu vidéo, on m'a un peu regardé de haut en se disant quelqu'un qui vient du cinéma, c'est jamais bon signe. C'est vrai. Il y a beaucoup de scénaristes de cinéma qui arrivent dans le jeu vidéo et qui se prennent un mur parce que justement, eux, ils pensent linéaire, ils pensent sans interactivité. Et moi, ça m'a pris du temps, mais je me suis formée au design parce que pour moi, ça faisait aucun sens de ne pas comprendre ce que c'était, comment on faisait un jeu vidéo pour faire de la narration dans un jeu. Donc je me suis formée au game design et j'ai très vite compris que ce que j'aimais, c'était particulièrement le narrative design. Donc comment est-ce qu'on inclut le joueur dans l'expérience de jeu ? C'est quoi une expérience de jeu ? Et par exemple, moi je le dis tout le temps, mais quand je parle de gameplay, je parle jamais de gameplay en opposition à la narration. Pour moi, le gameplay, c'est l'ensemble de l'expérience de jeu et la narration en fait partie. Donc pour moi, c'est ça mon rapport à la narration et à la narration interactive en particulier. C'est ça, c'est l'ensemble, c'est un élément de l'expérience de jeu. Et donc, il faut la prendre en compte dès le début, la narration. Donc, je milite pour qu'on intègre les narrative designers ou les scénaristes, peu importe comment on les appelle, mais dès le début de la production. Voilà, c'est à peu près ça. C'est vrai que j'avais bien préparé. Je n'ai même pas préparé. Très bien préparé. Du freestyle. Moi, il faut d'abord que je précise d'où je parle. Il se trouve qu'à The Pixel Hunt, on fait des projets qui sont microscopiques. Je crois que le plus gros projet qu'on ait pu faire, c'était 4 personnes dans l'équipe. Enfin, évidemment non, parce que si on compte l'équipe élargie, on arrive vite à beaucoup de gens, mais des gens qui interviennent un petit peu pendant une toute petite période et puis qui repartent. Mais disons que sur la core team, on était rarement plus que 4. Et du coup, il se trouve que dans tous les projets de The Pixel Hunt, ça commence toujours par une histoire. Et je pense que ça vient effectivement de mon passé de journaliste et de l'envie que j'ai de me poser des questions sur le monde dans lequel on vit et dans lequel on évolue. Et en fait, d'abord, cette histoire qu'on veut raconter est là. Et moi, je suis un game designer exécrable. Je suis vraiment assez mauvais, quoi. Et en manipulant, en mâchant l'histoire suffisamment longtemps, il arrive quand même qu'émergent des mécaniques ludiques qui vont être complètement au service de l'histoire. Donc en fait, dans The Pixel Hunt, notre credo, c'est de faire des jeux qui proposent pas beaucoup de choses en termes de game design, mais par contre, dans lesquels chaque interaction, chaque action, chaque verbe
sont vraiment pensés pour être au service de l'histoire qu'on veut raconter. Donc moi, je suis hyper admiratif des gens qui sont des vrais faiseurs de jeux vidéo, et qui peuvent faire un prototype avec 3 carrés et avoir un truc super juicy, super addictif, super... voilà, moi je sais pas du tout faire ça. Moi si je racontais pas d'histoire, je pourrais pas faire de jeux vidéo, quoi. Et justement, pour rebondir là-dessus, donc tu parlais de ton passé de journaliste et effectivement, tu as développé des projets comme Bury Me My Love, Inua, donc qui s'ancrent dans des contextes socio-culturels assez précis, même si ils viennent s'en émanciper, ça reste de la fiction. Et d'un autre côté, Sarah, tu as travaillé sur Assassin's Creed, donc encore une fois, une licence qui s'ancre dans un contexte historique, même si elle vient s'en émanciper. Comment on écrit ces nouvelles histoires qui s'ancrent dans du réel et quel a été le processus de documentation sur ces projets ? Sur Enterre-moi mon amour, effectivement, avec Pierre Corbinet qui a écrit 80% du jeu, on a passé, je crois, 4 mois ou 5 mois à faire uniquement se documenter avant même d'écrire le premier mot. Parce que quand on fait le pari qui est celui de The Pixel Hunt de parler du réel, en fait, on ne peut pas déconner avec ça, quoi. On est obligé d'avoir un devoir de documentation qui est important. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément tout faire bien, parce que je pense que malheureusement, ça ne met pas à l'abri d'erreurs qu'on peut faire. Mais c'est vrai que systématiquement, ça commence par une bibliographie, ça commence par appeler des gens, leur passer des coups de fil. Là, sur le dernier jeu sur lequel je suis en train de travailler, j'ai environ 3 ou 4 000 pages à lire de différents ouvrages dans différents formats, des essais, des bandes dessinées, des romans, plein de choses comme ça. Et pour moi, c'est le meilleur moment en fait d'un projet. C'est vraiment le moment où on fait confiance à son cerveau pour... une fois qu'on l'aura trompé pendant suffisamment longtemps dans le bain de l'histoire qu'on veut raconter, il arrive à générer quelque chose qui soit convaincant. Il se trouve que dans Enterre-moi mon amour, c'était particulier, parce que comme on racontait une histoire qui n'était vraiment pas la nôtre, ni Pierre ni moi sommes des migrants, on avait en plus l'obligation de travailler, enfin la volonté, le désir de travailler avec quelqu'un qui était directement concerné. Et là, on a trouvé donc Dana, qui était une jeune syrienne qui était récemment arrivée en Allemagne. Et elle, après, elle nous a fait un travail de consulting au fur et à mesure. Une fois que ce qu'on avait infusé, on le dépliait dans une histoire, elle était là pour nous dire bah non, mais là, en fait, c'est pas du tout, ça colle pas avec ce que moi j'ai vécu pour telle et telle raison, ou là, au contraire, c'est trop convaincant, ou là, ce petit détail, j'aurais jamais dit ça, etc., etc. Donc voilà, pour Enterre-moi mon amour en particulier, il y avait vraiment ces 2 étapes-là, la documentation brute un peu, et puis ensuite le consulting, un peu comme du sensitivity reading, mais vraiment appliqué à une expérience de vie qui était extrêmement enrichissante pour ce projet-là en particulier. Et alors, moi, pour prendre l'exemple d'Assassin's Creed Mirage, pour ceux qui ne le savent pas, ça se passe à Bagdad au 9e siècle. Et il y a très peu de littérature sur le sujet historique. Nous, à Ubisoft, on a la chance, ça c'est quelque chose que j'aime particulièrement là-bas, c'est qu'on a des historiens en CDI qui sont là avec nous tout le temps. Donc, on va les voir, on leur dit, voilà, on va travailler sur Bagdad 9e siècle, c'est validé. Qu'est-ce que je vais chercher comme livre? Qu'est-ce que tu me conseilles de lire? Et on commence à potasser, vraiment, on lit énormément. Et alors, on va chercher dans les livres ce qui nous intéresse. Donc, par exemple, il y a un personnage très rapidement qu'on avait identifié, que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Ali ibn Muhammad, qui était le leader d'une rébellion à l'époque sur cette période-là. Et je suis allée voir notre historien et je lui ai dit, Thierry, je trouve rien sur Ali ibn Muhammad à part 3 lignes dans ce livre-là que tu m'as conseillé. Est-ce que tu peux aller gratter un petit peu et me trouver d'autres sources, quoi. Donc il va chercher dans leur... Je sais pas où ils vont chercher, j'ai l'impression qu'ils ont une espèce de cave là, et ils vont chercher des livres que personne connaît, qui sont plus édités depuis très longtemps ou qui ont été édités 3 fois. Bon. Et donc ils vont me chercher des éléments et ils m'en donnent. Et nous derrière, on va gratter la matière historique. Évidemment qu'on transforme les choses, mais là sur le Mirage, c'était très particulier comme processus parce que on s'attaquait à Bagdad au 9e siècle, ce qui n'avait jamais été fait ni dans le jeu vidéo ni dans le cinéma. Une ville qui n'existe absolument plus. Il n'y a plus une pierre qui tient debout du Bagdad du 9e siècle. Les Mongols ont rasé complètement la ville il y a très longtemps. Et donc, on n'a aucune trace historique de ce à quoi ça ressemblait. Donc, il y avait un gros travail aussi au niveau du LD-LA à faire. Ils ont fait un travail monstrueux pour reconstituer la ville. D'ailleurs, pour ceux qui passent à Paris, on est à l'Institut du monde arabe. Maintenant, il y a une grande exposition qui vient de démarrer là.
Donc, grand travail historique, pareil sur les personnages. On s'est rendu compte qu'on avait un énorme manque de connaissances en tant que Français du 21e siècle. On étudie très peu le Bagdad du 9e siècle, voire pas du tout à l'école. Donc, moi, j'ai tout réappris de cette période-là. J'ai réappris aussi... typiquement, je ne savais absolument pas qu'à Bagdad, on parlait arabe, mais on parlait aussi chinois, on parlait turc, on parlait hébreu, etc., etc. Donc, on a commencé à pouvoir représenter ces personnages-là dans le jeu aussi. On a fait des choix de casting assez lourds parce qu'on a décidé qu'on voulait être authentique. Donc, on avait une équipe qu'on appelait authenticité dans l'équipe. Donc, une équipe notamment avec des gens qui étaient de culture musulmane et qui pouvaient nous renseigner sur certaines choses. Comment est-ce qu'on va représenter l'appel à la prière dans le jeu, par exemple? On voulait surtout pas faire d'erreur par rapport à ça. Et on en est hyper heureux parce qu'on a reçu beaucoup de prix pour ça. Et typiquement, le casting, on s'est mis dès le départ une énorme contrainte, c'est que dans la langue master, donc pour ceux qui savent pas la langue master dans un jeu vidéo, c'est la langue dans laquelle on écrit et ensuite on traduit, on localise. Et la langue master de Mirage, c'est l'anglais. On a écrit en anglais, on a doublé en anglais et ensuite c'est parti à la loc. Et on a entièrement localisé le jeu en arabe, ce qui n'a jamais été fait à cette ampleur-là. Et quand on a casté, on voulait des acteurs qui soient anglophones, mais qui soient au maximum de l'origine de leur personnage. Donc on allait chercher des acteurs arabes, turcs, chinois, etc. Et ça, dans le monde du casting, c'était extrêmement complexe. Surtout que nous, on voulait des gens qui soient majoritairement au Canada, pour des raisons pratiques. Parce que c'est là-bas qu'on enregistrait, en fait. Donc on a mis beaucoup de temps pour le casting, on a mis beaucoup de temps à vérifier les accents. Est-ce qu'ils peuvent vraiment parler de la langue de leur personnage quand on va les faire parler chinois, quand on va les faire parler arabe, est-ce que ça va fonctionner, etc., etc. Mais c'était vraiment un point hyper important pour nous. Hyper délicat aussi à manœuvrer comme élément. Et c'est un élément dont on est très très fier dans l'équipe. Parce que quand on regarde le jeu maintenant et quand on a les retours notamment de la communauté musulmane et de gens qui connaissent Bagdad maintenant, il y a des retours qui sont dingues. On a eu un mail qui nous a fait tous pleurer, qui n'avait rien à voir. On a eu beaucoup de retours de la communauté musulmane, mais on a eu le mail d'un soldat qui avait fait la guerre là-bas, un soldat américain, et qui nous a expliqué que son expérience de la guerre sur place lui avait appris beaucoup des gens et de la culture de cet endroit-là, et que quand il avait joué à Assassin's Creed Mirage, il avait ressenti tout cet amour qu'il avait contracté, ce qui est assez fou à recevoir d'un soldat américain, mais qu'il avait contracté pour ce pays-là et pour ces gens-là, et il nous a écrit un email absolument incroyable là-dessus, et en nous disant merci d'avoir mis ça dans un jeu. Donc voilà, on est très fiers de cet aspect-là, et historiquement et du point de vue authentique, on a fait ce qu'on pouvait. Voilà, avec une boîte comme Ubisoft, je pense que c'est quelque chose qui se note pas mal. Ouais. Et du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu disais. Tu parlais des différentes, sur ce que vous disiez d'ailleurs. Tu parlais des différentes équipes au sein d'Ubisoft. Comment s'est passé ce dialogue-là avec les équipes? Je sais que par exemple à l'Engine, on a plusieurs cursus, on a plusieurs spécialités. Donc, comment par exemple on vient transmettre des intentions de narration à des équipes son, à des équipes graphes? Comment se fait ce dialogue-là pour vous? Alors, moi, ça va être assez parce que ça dépend tellement. Alors, à Ubisoft, c'est très particulier dans les milieux, parce que j'ai fait aussi beaucoup de projets indé, AA un peu. Bon. Donc, à Ubisoft, on a alors, c'est structuré de manière c'est très hiérarchique. Hein. On a un directeur par département. Sur Mirage, on était 12 directeurs. Donc, moi, ma direction, j'étais sur la direction de la narration. Et typiquement, alors on va communiquer beaucoup entre directeurs, mais chaque directeur a ses équipes avec des leads. Moi, j'avais 3 lead writers, en tout 9 scénaristes et 3 narrative designers. Et on va essayer d'être le plus transversal possible. Tout l'aspect authentique, ça passait beaucoup avec l'art. Moi, j'étais en relation majoritairement avec le quest design, donc le quest director, avec l'art director, avec le realization director et l'audio director. C'est mes principaux collaborateurs. Et au-dessus de tout le monde, on a le creative director, qui lui est censé prendre les décisions finales sur nos disputes. Et donc voilà, donc c'est comme ça que c'est structuré, mais c'est très spécifique à une boîte où, là sur Mirage, on a eu un pic à 600 personnes. C'est pas du tout pareil quand on est 15, quand on est 4, quand on est 50, ça c'est clair. Ça me manque beaucoup, mais on ne peut pas aller taper sur l'épaule de son voisin pour lui demander quelque chose ou pour essayer quelque chose. Tout rentre dans un système de process très, très intense et très complexe. Voilà. En gros, c'est structuré comme ça. Et comment on fait passer les idées? On communique au maximum avec des documents
Mais comme dans toutes les équipes du monde, même si on est 10, il y a des gens qui répondent très mal au contenu textuel. Donc on peut leur envoyer 15 pages de texte, ils ne les liront jamais. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est pas parce qu'ils manquent de volonté, c'est des fois parce que simplement ils ont du mal à intégrer 15 pages de texte. C'est comme ça, on n'est pas tous fichus pareil, on n'a pas le même cerveau, on n'est pas structuré pareil. Donc il faut prendre en compte les différentes manières de communiquer les gens. Donc on essaye aussi d'aller souvent vers le visuel. Donc, si je parle purement script, donc purement, je parle pas script programmation, je parle scénario. Les dialogues, quand on a des gens qui ne savent pas lire de script de cinéma, ce qui est à peu près, parce qu'on écrit ça comme un script de cinéma, hein, c'est à peu près tout le monde. Personne ne sait lire un scénario et faire des retours dessus quand c'est pas son métier. Donc on va très vite storyboarder, on va très vite faire des animatiques, c'est-à-dire des storyboards animés, pour essayer de montrer aux gens ce que ça pourrait donner. Et là, on va intégrer dans le process, parce que je voudrais qu'on fasse ça sur les prochaines prods, des lectures de table. Comme en série télé, ça se fait beaucoup, ou comme au théâtre, c'est-à-dire qu'on a des comédiens qui lisent le texte et les décisionnaires qui sont là pour l'écouter, pour intégrer les intentions de manière un peu plus efficace que sur le papier. Voilà, mais la communication se perd souvent. C'est vrai que dans des petites équipes, par contre, c'est quand même plus simple. Mais moi, j'ai remarqué il n'y a pas longtemps qu'en fait, c'était le plus grand plaisir que j'avais. C'était d'accepter complètement, de me laisser totalement surprendre par la façon dont les autres membres de l'équipe projettent sur ce que je leur propose. Parce qu'en général, effectivement, c'est moi qui suis à l'origine de quoi va parler le jeu et dans quelle direction on va à peu près. Mais il y a plein de questions auxquelles j'ai pas répondu parce que je suis pas artiste, donc il y a plein de choses du point de vue visuel auxquelles j'ai pas pensé. Je suis pas sound designer, donc il y a plein de choses au niveau audio. Et donc la plupart de mon travail, ça consiste à leur dire voilà, ce qu'on veut raconter, c'est ça. Le mood général dans lequel je voudrais qu'on soit, c'est ça. Et c'est une discussion ouverte, c'est-à-dire qu'ils peuvent me dire ah, mais tu penses pas quand même qu'un mood comme ça, ce serait plus, etc., plus adapté. Et on s'entend. Et puis ensuite, ils vont un petit peu gamberger dans leur coin. Et la semaine d'après, ils reviennent en me balançant un truc. Et c'est génial parce que c'est absolument jamais ce que j'avais prévu. Et c'est toujours un ajout de subjectivité de quelqu'un d'autre sur sa propre subjectivité. Et je trouve ça hyper plaisant. Voilà, j'ai un directeur artistique, Alexandre Grietta, avec qui on a travaillé sur The Wreck. Un jour, il est arrivé, il m'a dit « Moi, je veux faire une scène avec une maison de poupée. Parce que c'est trop bien visuellement, ça peut marcher comme une boîte de vache qui rit, avec une mise en abîme, la maison de poupée s'ouvre, et puis on est dans une nouvelle maison de poupée qui s'ouvre, c'est trop bien. » Et moi, j'avais pas du tout prévu qu'il y ait une scène avec une maison de poupée à un moment dans l'histoire. Mais je lui avais dit, par contre, je veux une scène un flashback, d'un souvenir d'enfance, etc. Et donc, il est arrivé avec cette idée de maison de poupée qu'il avait prototypée vite fait. Et je me suis dit, bon, bah, ok, je retourne à ma planche à écrire. Et comment est-ce que la maison de poupée devient un personnage de l'histoire? Et il est arrivé comme ça, ce personnage. Et il y a plein de trucs comme ça, d'accidents heureux, de télescopage des différentes sensibilités créatives que je trouve hyper chouettes. Je sais qu'il y a des gens, notamment dans les postes de directeurs créatifs, qui sont hyper dans le contrôle et qui ont une idée extrêmement précise de tout ce qu'ils veulent. Alors moi, j'ai la chance de pas du tout être assez talentueux pour ça. Et donc, je suis au contraire hyper content de me dire j'ai réussi à te donner l'idée générale suffisante pour que toi, tu arrives avec une proposition qui va nourrir la narration. Et du coup, la narration se nourrit de l'art, se nourrit du son, le son et l'art se nourrissent les uns des autres. Et par itération permanente, comme ça, on arrive à une espèce de créature mutante qui est certes dirigée par l'histoire dans laquelle je voulais qu'on aille, mais qui, en fait, au final, est un mélange de plein de sensibilités. Je trouve ça trop bien, trop chouette. C'est vrai, c'est trop cool. On parle de maison de poupée, on parle de Bagdad. Tout ça, ça se rapproche quand même vachement d'un truc qu'on appelle la narration environnementale. Et dans une autre mesure, en fait, des narrations plutôt alternatives. Au cinéma, on a quand même une narration qui est très linéaire, qui est vachement concentrée autour des dialogues. À propos de ce sous-texte, de toute cette narration environnementale en particulier, mais pas forcément que elle, comment est-ce que vous l'utilisez dans le studio ? Quel est le sens que vous aimez lui donner ? Quelle est la place qu'elle prend ? Et quel est le bon ratio ? Est-ce qu'il y en a un même ? Alors oui, moi, comme je le disais au début et comme je le répète souvent à mes équipes, je ne suis pas là pour écrire des dialogues.
Ça fait partie de mon boulot et je le fais et on le fait avec les scénaristes et on est très heureux comme ça. Mais la narration environnementale, ça fait partie de ce qu'on appelle des narrative means, donc des outils narratifs, des moyens narratifs plutôt. Donc quand on commence une prod, et ça je le fais que ce soit sur des petits projets indés ou sur des gros projets AAA, c'est qu'on commence par se poser la question, on veut raconter quelque chose, comment on va le raconter? Et moi je prends toujours un exemple d'une licence que j'adore, c'est Little Nightmares, qui pour moi est un modèle de narration environnementale. Il y a évidemment zéro dialogue, pour ceux qui connaissent. Limbo est basé sur le même principe aussi. Inside, évidemment. Toute cette lignée-là de cinématique platformer qui passe beaucoup par la narration environnementale. Comment est-ce qu'on raconte cette histoire via les environnements? Le travail qu'on a à faire, en tout cas en narration, c'est ça. C'est se poser la question d'abord de comment on va faire passer cette narration-là. Est-ce qu'on a besoin de dialogue, en fait? Ça coûte cher, les dialogues. Quand c'est voicé, c'est pire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on en a besoin ou pas? Qu'est-ce qu'on va raconter? C'est quoi l'expérience de jeu? Parler de Gris avec la conférence de Claire ce matin, qui est un exemple que je prends beaucoup aussi et que j'aime énormément. Est-ce qu'on va faire passer la narration uniquement par les mécaniques? Il y a des mécaniques que moi j'appelle signifiantes, mais comment est-ce qu'on fait passer cette narration-là? Est-ce qu'on la fait passer comme ça? Donc, pour répondre à ta question sur la narration environnementale en particulier, si ça fait partie des moyens narratifs dont on dispose, déjà rien que le fait d'être en 3D ou en 2D, ça change beaucoup la donne. D'être en noir et blanc par rapport à être en couleur, ça change beaucoup la donne. À partir du moment où on peut avoir ça, on peut avoir de la narration environnementale, on va se synchroniser avec les gens qui sont habilités à la mettre en place et en forme. Donc en l'occurrence, généralement, c'est les LA, les LD. On a eu des cas sur Mirage où là on rentre justement sur des problématiques de process, c'est-à-dire que nous en narrative design on a envie de faire passer quelque chose à un moment dans un environnement, peut-être que le world est déjà loqué et à ce moment-là ce sera trop tard, donc là on rentre dans des problématiques de process trop tard, on aurait dû demander tel truc avant. Ce qu'on peut faire dans un milieu indé, c'est ça, c'est aller taper sur l'épaule de son voisin et dire tu pourrais pas me mettre ça, etc. Ou ce dont il parlait sur Jusant, j'imagine que c'était cette logique-là aussi, très agréable. Sur des grosses prods, c'est plus compliqué. Donc c'est des choses, on va essayer au maximum de les mettre dans les piliers. Donc vous connaissez tous les game pillars, c'est hyper important. Les game pillars, c'est pas là pour faire joli, c'est à partir du moment où on rajoute une feature, où on rajoute une scène, si on parle d'histoire pure et dure, si on rajoute tout ça, à partir du moment où on le fait, est-ce que ça contredit ou pas les piliers? Non, ça les contredit pas. Est-ce que ça les nourrit? Non. Bon, bah, on le prend pas. On le fait pas. On fait pas cette nouvelle feature. On fait pas cette nouvelle scène. Donc, on a essayé de faire ça sur Mirage. Moi, les piliers narratifs, j'en avais 3. Chaque directeur a ses piliers. Et moi, parmi les piliers, j'avais tragédie shakespearienne, par exemple. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire si vous me mettez une blague potage, moi je cut. C'est pas possible. En fait, je veux pas ça. Ça va pas dans le ton. Ou alors. On avait un des piliers narratifs, c'était une ville, des centaines d'histoires. C'est-à-dire que concrètement, si j'avais un LA qui arrivait et qui me disait est-ce qu'on peut rajouter tel truc au coin de telle rue pour expliquer qu'il s'est passé ça avant, la narration environnementale, je lui disais ça nourrit ce pilier-là à 200%, donc carrément, c'est génial. Donc on va essayer de faire en sorte que les piliers proposent une vision à laquelle tout le monde peut se greffer. La narration environnementale en fait partie. Mais en fonction des prods et en fonction des projets, c'est pour ça qu'on aime le jeu vidéo, c'est que ça change tout ça. En fonction des projets sur lesquels vous allez vous retrouver, éventuellement, la narration environnementale sera le seul narrative mean que vous avez. Donc à ce moment-là, vous penserez différemment la narration. Si vous rajoutez des cinématiques, vous rajoutez un narrative mean, etc., etc. Donc voilà, la narration environnementale fait partie des outils narratifs. Moi, j'aime pas du tout ça. Pas la narration. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais je sais, c'est péché de dire ça dans une école de jeux vidéo, mais j'avoue qu'on en a fait un peu dans The Rec. Il n'y en a pas dans Terme à mon amour, parce que c'est des SMS. Il y en a un peu dans Inua, mais c'est pas moi qui m'en suis occupé du tout. Et il y en aura probablement pas dans notre prochain mois. Si je pouvais passer ma vie à écrire que des dialogues, j'écrirais que des dialogues. J'adore ça. Ce que j'aime bien, moi, ma petite narration environnementale à moi, c'est d'essayer de glisser des petits moments d'authenticité, en fait. Et alors, c'est pas vraiment de l'enviro, dans le sens, ça implique pas l'artistique, ça implique pas les décors, ça implique pas. Mais il me semble que ça permet d'avoir des récits qui ont une chance de connecter avec l'audience. Parce que, tout d'un coup, parce que j'ai parlé de quelque chose qui m'est intime
et dont j'ai jamais parlé à personne. Je l'ai glissé dans le récit. On se rend compte qu'en fait, on lève une espèce de voile de pudeur et qu'il y a des gens en fait qui tout d'un coup se retrouvent et connectent vachement avec ça. Alors c'est un peu ça ma narration entre guillemets environnementale à moi. C'est comment est-ce que dans les histoires qu'on raconte, comment est-ce qu'on peut mettre des choses qui sont tellement spécifiques et tellement bizarres et précises que tout d'un coup, quelqu'un va reconnaître. Et c'est pas quelqu'un va reconnaître un petit élément dans le décor et remettre les choses les unes en face des autres en se disant « Ah ouais, en fait, s'il y avait ça ici, c'est parce que là-bas, en fait, il y avait ça, et ça veut dire que dans ce monde, il se passe ça. » Mais c'est plus « Ah ouais, si ce personnage, à ce moment-là, il a fait ça, c'est parce qu'il doit ressentir cette espèce d'angoisse existentielle que moi aussi, je ressens. » J'exagère un peu, mais il y a quelque chose que je trouve hyper intéressant dans les objets vidéoludiques qui sont des objets éminemment exploratoires, dans lesquels le joueur est toujours libre d'aller plus ou moins creuser dans une direction ou dans une autre, de lui permettre, s'il creuse dans une direction, de découvrir une petite pépite d'intimité qui peut-être va résonner avec son intimité à lui. Ben ça, je trouve ça hyper chouette. Et du coup, c'est pour ça que la plupart de nos jeux sont très, très centrés autour des monologues intérieurs et des dialogues, pour cette raison-là, pour essayer de multiplier les occasions pour le joueur de repérer quelque chose d'un peu intime, de l'ordre de la confession, dans l'histoire qui est racontée, et peut-être que ça accroche. Alors le problème, c'est que c'est un peu clivant, ça peut très bien tomber complètement à côté, mais en général, pour les gens chez qui ça accroche, moi j'ai reçu des messages sur nos jeux où on se rendait bien compte qu'en fait on avait proposé quelque chose de suffisamment honnête pour que ça percute un peu plus qu'une narration qui servait juste un propos qui était celui de raconter une histoire pour faire avancer le jeu. Et ça, bah, nous, c'est vraiment le truc qu'on recherche, qu'on espère. Et je peux rajouter juste un truc, parce que tu as dit un truc, j'ai oublié de rebondir dessus, mais tu as dit il n'y a pas de narration environnementale dans le cinéma. Mais en fait, si, il y en a énormément. Oui, et le travail de chef décorateur ou de décorateur en règle générale, c'est ça. Mais si vous allez voir des pièces aussi de théâtre, en général, quand il y a du décor, parce que des fois, il n'y en a pas, mais quand il y a du décor, en fait, le soin apporté au décor et la caractérisation d'un endroit, c'est comment est-ce qu'on transforme un décor en personnage, au final. On peut leur faire dire énormément de choses. Il y a des cinéastes qui font ça très bien aussi en décor de film. Mais moi, je me rappelle que j'avais une des pièces que j'avais écrites. En fait, je m'étais servi, c'était un tout petit théâtre, tout petit. Et du coup, la scène, les gens, quand ils rentraient et quand ils ressortaient, ils passaient sur la scène, en fait. Donc, ils voyaient tout ce qu'il y avait de près. Et là, pour le coup, c'est quelque chose que je refais beaucoup en jeu vidéo quand on a justement les moyens narratifs. Le personnage peut s'approcher d'un endroit et le regarder un objet de très près, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça vient de Walt Disney, Monsieur Walt Disney. Qu'est-ce qu'on peut faire? On part de très très loin et on se rapproche progressivement d'un objet. Et donc le niveau de détail est hyper important. Donc quand on s'approche d'une poignée de porte à Disneyland Paris, la poignée de porte est dans une matière, si on touche la poignée de porte, qui ne nous sort pas de l'immersion. Tout est pensé pour que ça reste dans un univers donné et que ça fasse sens avec cet univers global. Et donc moi, quand les gens passaient sur cette petite scène, j'avais fait en sorte que toutes les lettres qui étaient dispersées, il y avait des lettres, il y avait des objets, on pouvait ouvrir les tiroirs d'un bureau, etc. J'avais mis ça en forme de manière à ce que les gens s'arrêtent quand ils rentraient ou quand ils sortaient de la salle et qu'ils lisent et que ça leur donne des indices qu'ils n'avaient pas quand ils regardaient la pièce. Et du coup, il y en a qui m'ont dit « Ah, mais en fait, j'ai vu qu'il avait marqué ça dans son carnet, mais à un moment donné, il dit ça, est-ce que c'est... » Oui, ça, c'est ce qu'on appelle la compréhension additive en transmédia, c'est un concept à part. Mais voilà, c'est des choses qu'on fait beaucoup en jeu vidéo. Vous lisez une lettre, par rapport à ceux qui n'ont pas lu la lettre, vous avez compris des choses qu'eux n'ont pas comprises. Voilà, c'est des éléments qu'on retrouve beaucoup au théâtre et au cinéma. Ouais. Oui, on parlait de de narration environnementale. Quand je parlais justement du cinéma, c'est juste que c'est pas du tout la même échelle, et t'en parles très bien. Notamment en parlant d'échelle, tu parles justement dans la précision de la chose. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, une question un peu plus personnelle, mais en VR, qu'est-ce qui se passe quand justement le joueur peut vraiment manipuler un objet jusqu'à un niveau de précision qui est beaucoup plus grand que ce que tu peux retrouver justement dans le cinéma ou même le jeu vidéo de manière générale? Alors, je dirais pas que ça c'est spécifique à la VR. En fait, ce qui est spécifique à la VR, c'est plus le temps qu'on va passer dans un environnement. Par exemple, si vous jouez à un jeu comme Gris, typiquement, ça va aller relativement vite. Donc votre décor, vous allez le voir en tant que joueur, vous allez le voir assez rapidement passer. Je parle même pas d'un jeu, je me rappelle d'une question sur The Crew, le narrative director, je voulais me faire embaucher à l'époque sur The Crew, et il m'avait dit, mais comment tu fais passer de la narration dans une voiture qui roule à 200 km/h? Ah,
Et donc, typiquement, un décor et de la narration environnementale, bon, bah, évidemment, quand le décor passe très vite, c'est compliqué. En revanche, quand vous permettez aux joueurs de passer potentiellement des heures dans un décor, possible, bon, bah, il va justement aller potentiellement vers ce niveau de détail-là. Et en VR, effectivement, on s'en sert beaucoup. Mais ce qui est cœur à la VR, c'est pas tant le décor, c'est ce qu'on appelle l'embodiment. C'est-à-dire que la différence majeure et l'outil majeur de la VR, c'est ça, c'est le fait qu'on va incarner physiquement une personne, un objet, un concept, peu importe. Et donc, à partir du moment où vous rentrez dans une expérience VR, bah, vous avez a priori, vous avez des mains. Si vous vous servez en plus des objets, vous allez... Bon. Et donc, tout ça, il faut qu'on l'utilise. C'est l'outil majeur de la VR. Si vous n'avez pas d'embodiment, dans ce cas-là, autant faire un jeu vidéo. Parce que ça coûte cher la VR, mais voilà, donc je dirais pas que la narration environnementale est propre à la VR, mais effectivement on va avoir un rapport à l'objet qui est très différent, un rapport au décor. En VR on évite, sauf si vous êtes sur une expérience VR horrifique, on évite de vous mettre des jumpscares parce que c'est absolument intenable en VR, et justement on évite les objets, on essaye de faire en sorte de les rendre manipulables et intéressants à manipuler. Mais un des meilleurs jeux pour ça, c'est Job Simulator. En vrai, je ne sais pas si vous avez joué en VR, mais ça, c'est un jeu. Vous êtes dans un monde où, en fait, il n'y a plus d'humains, il n'y a que des robots. Et vous êtes un robot. Et il va falloir que vous réappreniez des métiers pour comprendre un peu comment étaient les humains, des métiers que faisaient les humains, donc cuisinier, par exemple, garagiste, etc. Et c'est tout basé sur de la manipulation d'objets. La physique est géniale. Et franchement, c'est un des meilleurs projets en VR que j'ai vu, avec Superhot évidemment. Mais voilà. Donc oui, il y a un rapport à l'objet, un rapport à l'environnement. Et dans un garage, j'ai jamais autant passé de temps dans un garage à regarder tous les détails et tout ça. Ouais, effectivement. On va pouvoir commencer à prendre des questions du public. Donc il y a un micro qui va passer. Oui, ça passe très vite. Ouais, ça trace. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour et merci pour cette table ronde. J'ai surtout une question pour toi, Sarah. Alors, deux questions en vrai. Parce qu'au début, tu disais que quand on vient du cinéma, en fait, c'est un petit peu compliqué de travailler, en tout cas pour la narration, dans le jeu vidéo. Donc, qu'est-ce qui a fait que c'est passé pour toi? Puisque tu as mentionné que tu t'es formé, mais c'était avant ou après? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu peux décrire à peu près la façon dont tu travailles avec les concept artistes? Parce que du coup, la narration environnementale, voilà, c'est une collaboration entre vous et les concept artistes, puisque après, bon, ça arrive dans la production 3D. Donc, voilà. Sur la première question, moi j'ai travaillé pendant presque 10 ans comme script doctor. Donc pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est les docteurs du scénario. Donc je travaille pour des producteurs, des scénaristes, des réals dans le cinéma. Donc on m'appelle pour quand il y a un problème avec un scénario, pour essayer d'identifier où est le problème ou les problèmes. Avec le scénariste et donc retravailler ensemble le scénario. Et quand je suis rentrée, en fait, moi j'ai décidé de reprendre des études à plus de 30 ans, quasiment 30 ans, pour justement me perfectionner dans l'écriture de jeux vidéo, enfin commencer d'ailleurs, parce que j'avais jamais écrit de jeux vidéo de ma vie, mais j'étais une grosse joueuse depuis gamine. Donc j'ai fait un master écriture interactive et transmédia, qui m'a apporté surtout de la théorie, ce que j'aime beaucoup, venant du milieu universitaire. Et en fait, j'ai été embauchée dans un premier studio comme script doctor sur un jeu. Parce qu'en fait, j'avais ce passif-là professionnel et j'avais aussi la formation qui allait derrière. Donc, je suis rentrée dans un studio mobile, en fait, qui avait besoin qu'on retravaille complètement ce qui était écrit déjà, avec des contraintes assez fortes, puisqu'il n'y avait plus de budget. Donc, il fallait réutiliser les mêmes caras, les mêmes enviros, etc., mais changer totalement la structure. Et bref, donc il y avait un gros travail de narrative design aussi. J'ai rencontré la narrative designer qui était déjà sur le projet, on a travaillé ensemble. J'ai paniqué à ma première réunion parce que je ne comprenais rien à ce qu'il disait, mais absolument rien. J'ai fait une réunion où il y avait des termes, j'avais l'impression d'être dans un autre pays, je ne comprenais pas la langue. Et donc le soir, j'ai potassé sur des trucs que je ne connaissais pas encore, et c'est là que je me suis formée toute seule sur le tas. Et j'ai appris énormément. En 8 mois, j'ai tout en... Après, moi, j'aime bien apprendre, et j'apprends très vite, donc ça va. Et à partir de là, en fait, ça allait super vite parce qu'après ce studio-là, je suis partie à Ubisoft Montpellier sur Beyond Good and Evil 2. Après, je suis partie sur des studios indés, j'en ai fait plein. Ensuite, je suis repartie à Ubisoft sur Mirage. Enfin, voilà, je suis allée à la Biennale de Venise aussi. Enfin, j'ai fait plein d'autres trucs. Mais j'ai pas un modèle. Tous les modèles de carrière sont différents.
Moi, j'ai mis 8 ans avant de toucher ma première paye comme auteur au théâtre. Pendant 8 ans, je fais des boulots dont j'ai pas envie de parler. Mais voilà, donc ça a été très compliqué. Mais je dis toujours, en fait, ça va être un petit peu rentre-dedans ce que je vais dire, mais dans le milieu du cinéma, particulièrement dans le milieu du jeu vidéo aussi, on dit souvent ça n'existe pas les gens qui ne réussissent pas, c'est seulement des gens qui ne s'acharnent pas. Et je pense que c'est assez vrai, c'est-à-dire que quand on a l'envie, quand on travaille, quand on rencontre des gens, qu'on se déplace, qu'on va dans des événements comme celui-ci, qu'on va parler avec les gens, etc., au bout d'un moment, ça peut prendre 15 ans, mais je suis persuadée que ça finit par payer, persuadée. Donc voilà, moi ça m'a pris longtemps, mais je regrette pas du tout. Ça c'était pour la première question. Et la deuxième, pardon, parce que je vais pas prendre tout le temps non plus, c'était quoi? C'était sur la relation au concept artiste. Alors ça va dépendre des projets. Donc je sais pas, on peut peut-être en parler si tu veux après pour pas que je mange tout le temps pour les questions pour Florent, mais moi j'aime énormément les gens qui m'apportent du visuel parce que je suis très très nulle en dessin. Et venant du cinéma, j'ai besoin de storyboard parce que ça m'aide aussi à vendre des idées et à pitcher à des gens qui n'aiment pas le texte. Il y en a beaucoup. Donc du coup, je suis très très copine avec les concept artistes en général parce qu'ils m'aident à proposer des idées. Et pareil, j'ai entendu qu'ils en parlaient sur Jusant, mais typiquement, les concept artistes vont faire des inputs sur le world building, sur la narration, la caractérisation de personnages éventuellement, quand on va travailler sur un costume de personnage, déjà rien que ça va être un échange génial. Les animateurs aussi, moi je peux parler 2 heures de l'idole du personnage avec un animateur, parce que ça me donne plein d'idées de caractérisation. C'est assez magique. C'est pour ça que c'est beau le jeu vidéo, on peut parler avec tout le monde et on collabore et on construit ensemble, quoi. Ah oui. Mais on en parlera avec plaisir après si tu veux. Ouais. Peut-être une autre question. Ah oui. Bonjour. Il y a quelques jours, j'ai entendu quelqu'un dans la salle dire oui, on n'arrive pas à recruter des narrative designers, ils écrivent super mal récemment. J'ai pas compris, pardon. Des narrative designers qui écrivent super mal? Ouais, c'est ça. Les jeunes qui se lancent dans le métier écrivent super mal. Est-ce que vous auriez des conseils pour progresser? C'est un peu, comment dire, c'est un peu relatif comme retour. Ils écrivent super mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que je peux te dire, c'est que par contre, moi, ça m'arrive de recevoir des mails de candidature de personnes qui voudraient travailler avec The Pixel Hunt et qui m'envoient leur Chapelle Sixtine, quelque chose sur lequel ils sont hyper passionnés. Et ils ont écrit énormément de lore et ils sont dans un univers super dense, super touffu. Et en fait, c'est impossible de se projeter là-dessus. Donc en fait, moi, je pense pas que les narrative designers, ils écrivent forcément super mal. Je pense que par contre, faire la preuve de ta capacité à écrire de manière percutante, adaptée aux jeux vidéo, adaptée à différents projets, etc., ça se réfléchit sur plein de formes différentes. Tu peux faire des toutes petites fictions interactives, tu peux faire juste des sessions de dialogue. Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup, c'est réécrire un dialogue d'une série connue, par exemple, ou une scène connue, en essayant de lui donner un ton complètement différent de celui qui était par défaut. Tu vas transformer une scène drôle en scène tragique ou vice-versa. Je pense que il y a des tonnes d'exercices d'écriture qui peuvent permettre de se délier un petit peu la plume. Après, si j'ai bien compris, dans les narrative designers, il y en a plein qui vont même peut-être pas nécessairement écrire. Donc c'est pas forcément grave si on n'a pas une super plume, si on veut être narrative designer et pas writer, quoi. Mais moi, le métier de narrative designer, moi, je travaille dans des étoiles qui sont trop petites pour avoir ce poste à temps plein. Donc peut-être que tu as plus de... Non, mais juste parce que c'est vrai que ça va vite. Moi, alors après, pareil, je sais plus où tu es, mais on peut. Ah voilà, pardon. On peut en discuter après, pareil. Mais après, faut pas me lancer. J'en ai pour 6h30. Mais en vrai, effectivement, il faut vraiment différencier narrative designer et scénariste ou writer. C'est que du coup, la plupart du temps, sur les petits projets, on va demander à une même personne de faire les deux. Donc ça veut dire qu'on demande au narrative designer de savoir potentiellement écrire des dialogues, de savoir structurer une histoire, etc. Sur les gros projets, les plus gros studios, et même les studios AA la plupart du temps, le narrative design et scénario, c'est 2 choses différentes. Donc on va éventuellement demander donc, à un writer, on va lui demander d'écrire des dialogues, on va lui demander d'écrire des bios de personnages, éventuellement de travailler sur le lore, etc. Le narrative designer, je dis toujours en gros, le scénariste, il écrit les dialogues, le narrative designer, il décide si oui ou non on a besoin de dialogue. C'est pas le même travail. Et si on en a besoin, on va les intégrer derrière. Mais où on les intègre?
intègre, ça c'est du travail de narrative design. Donc ça ne demande pas les mêmes compétences. En revanche, il y a un énorme gap en... Moi, je donne beaucoup de cours en fac et en école de jeux vidéo, de cinéma et de théâtre. Soit les narrative designers viennent du game design, ils connaissent les mécaniques de jeu, etc. Mais ils n'ont jamais appris la dramaturgie. C'est quoi raconter une histoire concrètement? Même si c'est dans un environnement, même si c'est pas structuré, ça veut dire quoi? C'est quoi en fait une intrigue? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que la tension narrative, etc., etc. Comment on caractérise un personnage, etc. Soit on a des gens qui viennent du cinéma, du théâtre, donc des médias linéaires, et qui connaissent ça par cœur, qui savent comment ça fonctionne, donc ils peuvent faire ça de manière assez efficace dans le jeu vidéo, mais qui n'ont pas justement cette notion de mécanique de jeu et comment est-ce qu'on inclut le joueur dans cette expérience-là, ce qui fait notre métier en fait. Donc en l'occurrence, il y a un gros déficit de formation et actuellement en France, c'est un peu mon cheval de bataille, il n'y a pas de formation de narrative design unique, c'est-à-dire que forcément on va venir du game design ou alors on va se greffer comme ça, etc., etc. Mais des vraies formations de narrative designer comme on peut en trouver ailleurs, il n'y en a pas. Vraiment pas. Donc ce qui fait la difficulté de recruter un narrative ou une narrative designer actuellement, c'est aussi le fait que c'est très compliqué de les identifier. Et le conseil, ce serait soit tu viens du game design et c'est génial parce que c'est l'apport majeur, et forme-toi à d'autres choses, donc à la dramaturgie en l'occurrence, mais pas que. L'architecture, c'est vachement intéressant aussi, surtout quand on va travailler sur des projets en narration, avec de la narration environnementale très lourde. Ou alors tu viens des milieux linéaires et forme-toi au design, ce que c'est que designer en fait. Parce que dans les studios actuellement, on va jamais te proposer à un narrative designer de designer des systèmes, mais c'est mon boulot en fait. Je design des systèmes. Donc on va aller nous chercher éventuellement pour designer des systèmes de dialogue. Et encore, dès qu'on va mettre les mains dans la partie tech, on va dire ah mais non, bah si, c'est mon job aussi en fait. Voilà, c'est mon... Et d'ailleurs, vous regardez des annonces de narrative system designer ou de narrative level designer chez Asobo typiquement. Donc c'est des gens qui sont spécialisés sur l'aspect narratif c'est une sous-branche si vous voulez, même si j'aime pas ça, de game design. Mais voilà. Donc il faut bien savoir quand on recrute des narrative designers, qu'est-ce qu'on cherche. Si on cherche des gens qui peuvent écrire des dialogues, et ben peut-être aller voir chez des gens qui ont une formation plus poussée à ce niveau-là et qui savent écrire des dialogues et qui savent structurer, etc. Voilà, ça dépend vraiment de la recherche en fait. Super, merci beaucoup. On a le temps pour une dernière petite question. Est-ce que c'est possible de faire passer ? Bonjour, merci beaucoup pour la table ronde. Ma question était plus pour Florent, au niveau de ce que tu disais tout à l'heure pour ta collaboration dans des plus petits studios. En ayant vu The Rec, il y a quand même des bouts sur lesquels il y a des visions très, très claires des choses que tu veux, avec même des visuels qui sortent beaucoup de gros plans, des choses comme ça. Et du coup, je suis assez étonné quand tu dis que tu as des scènes qui changent vraiment du tout. Quand un de tes collaborateurs te parle de faire une maison de poupée, parce que j'imagine qu'il y avait une vision avant cette maison de poupée. Et donc, voilà, dans un environnement dans lequel j'imaginerais que tu voudrais un contrôle plus fort, comment est-ce que tu fais pour gérer ces allers-retours et à quel point il y a des moments où tu tranches dans un sens ou dans l'autre? Moi aussi, je suis hyper surpris. Non, mais c'est vrai, hein, je suis hyper surpris, mais en fait, j'étais persuadé comme toi que peut-être parce qu'on a une culture un petit peu, tu sais, de l'auteur avec un grand A, etc. Et que du coup, il fallait... Alors, c'est pas forcément... Moi, je suis pour le droit d'auteur. Je trouve qu'il faut se réapproprier ce mot d'auteur, etc. Mais c'est un autre débat. Outre le fait que ça peut être toxique pour les équipes et problématique que quelqu'un impose son idée à tout le monde et que tout le reste de l'équipe devienne des exécutants, il se trouve que ça a aussi un autre effet de bord négatif, c'est que la personne qui se pose comme l'auteur doit ensuite être investie, doit avoir réponse à toutes les questions et de savoir exactement où il va et de tenir de A à Z une vision créative. Et en fait, je pense, à un moment, je pensais ça, je me disais, il faut que je sois en mesure de répondre à toutes les questions de l'équipe. Et j'ai fini par complètement lâcher la bride là-dessus. Et je pense que The Rec est une série de télescopage heureux, en fait. Et que la direction créative devient à ce moment-là être capable de faire son miel de tous les apports créatifs. Parce qu'en fait, ils viennent pas de nulle part. Tu nourris les artistes, tu nourris les sound designers, tu nourris les animatrices, tu nourris même les devs avec ce que tu veux raconter. Ça macère, ils te proposent des choses, et donc c'est pas comme s'ils te les sortaient de leur chapeau et que ça n'avait rien à voir avec ce que tu voulais raconter. Et donc, après, il faut avoir la plasticité pour reprendre ça
et le réintroduire dans ton récit. Mais en fait, c'est presque une intelligence collective. Ça va donner des histoires qui seront toujours cohérentes, parce qu'elles viennent à la base d'une direction qui a été impulsée par une personne, mais qui seront peut-être beaucoup plus surprenantes, incongrues, inattendues, et donc beaucoup plus bordéliques comme la vraie vie, et donc peut-être beaucoup plus intéressantes. Et moi aussi, je suis d'accord avec toi, j'ai été hyper surpris. Je me disais, mais en fait... c'est hyper étonnant, mais il arrive avec son histoire de maison de poupée, ou il disait à un moment, il faut une scène d'incendie, ce serait cool. Et hop, en fait, de la contrainte, encore une fois, une contrainte qui n'est pas non plus complètement absurde, mais de la contrainte naît une forme de cohérence un petit peu évidente. Je ne saurais pas vraiment expliquer, si ce n'est le fait qu'en fait on se faisait hyper confiance et qu'il y avait une forme, je pense, j'espère, de bienveillance quoi, dans l'apport que chacune et chacun pouvait avoir sur la production. Au final, moi, je partais du principe que quand quelqu'un arrive avec une proposition, c'était par défaut une bonne proposition, et qu'il fallait vraiment prouver que ça marchait pas pour que ça marche pas, quoi, plutôt que l'inverse. Et au final, quasiment tout ce qui a été apporté par les uns et par les autres est dans le jeu final, et j'ai l'impression que c'est cohérent et que ça fonctionne. Donc peut-être que c'est une approche de design un peu différente, mais moi j'ai kiffé. Peut-être qu'avant de conclure cette table ronde, très rapidement, on peut vous demander à chacun, est-ce qu'il y aurait un jeu qui vous aurait marqué d'un point de vue de la narration, que vous aimeriez recommander aux personnes présentes ? Moi, j'en ai un, mais il a vieilli niveau gameplay, mais pour moi, c'était un traumatisme absolu quand j'y ai joué, quand j'avais 15 ans, c'était Grim Fandango. Et pour moi, Grim Fandango, c'est une proposition parmi les plus fortes qui ait jamais existé dans le monde du jeu vidéo. Et malheureusement, niveau gameplay, c'est un peu, j'y ai rejoué il y a pas longtemps, c'est un peu dur, mais il y a plein de choses extraordinaires dans ce jeu. Déjà, on joue un mec qui est mort, et c'est vraiment très très bizarre. Et voilà, je recommande à toutes les personnes que la narration intéresse de jouer à Grim Fandango. Ou de regarder un let's play, hein, parce que bon, après... Alors, si on parle de narration en termes de narrative design, tous les jeux de Close, donc Stanley Parable, The Beginner's Guide, et pas que, parce que du coup, ils sont deux, mais en fait, ils font des jeux dans leur coin aussi. Les jeux de Lucas Pope sont géniaux, Papers, Please, The Return of the Obra Dinn, et les jeux de Deconstruct Team, voilà, pour ceux qui les connaissent aussi. Donc ça, c'est mes références narrative design. Références narratives, j'en ai 200 000. Et comme tu as déjà cité LucasArts un peu là, mais voilà, tous les jeux de Tim Schafer, je suis une grande fan de Tim Schafer. L'écriture de dialogue de Tim Schafer, voilà, Full Throttle, c'est mes rêves. Days of the Tentacles, etc. Il y a plein d'idées de narrative design dedans aussi. Et récemment, je le cite toujours, je l'aime très très fort ce jeu, c'est le jeu de deux Allemands, ils ont mis 5 ans pour le faire, donc c'est tout fait à la main et en rotoscopie, donc ils prennent des photos 360 degrés de ce qu'ils ont fait, comme du stop motion si vous voulez, et ils ont fait un jeu qui s'appelle The Dream Machine, qui est un point and click qui est absolument magnifique, avec une ambiance incroyable et des dialogues uniquement textuels. Ça, c'est plus une référence d'histoire, voilà, mais que j'aime profondément. Voilà. Merci à tous les deux, c'était des échanges très intéressants et très riches. On peut vous applaudir.